Voilà, de retour donc sur l'Alimentaire pour la troisième partie, le sprint final, jusqu'à la fin. Donc avec les questions des métanautes, il y en a beaucoup. Alors je crois qu'on va commencer par la première question. Hein, alors, première question, on me dit bonsoir, avez-vous des informations sur la possible installation d'une base US sur le sol tunisien? Non, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, Ouais, non. beaucoup, ouais, non, ça Non, n'a mais pas été d'ailleurs, confirmé. Non. les États-Unis ont promis, depuis, ça fait un an qu'ils promettent de protéger, de donner les moyens à l'armée tunisienne de protéger sa frontière avec la Libye. Ils avaient promis 4 hélicoptères, depuis un an ils ne sont toujours pas arrivés. Ce sont des Britanniques qui sont venus, il y a à peu près 60 militaires britanniques qui sont venus porter des conseils pour la sécurisation, mais mais c'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'ailleurs. Oui, donc, parce qu'évidemment, il faut rappeler que la Libye déstabilisée, mais la Tunisie très déstabilisée aussi. Oui, et puis c'est surtout l'Algérie après, c'est l'Algérie, gros morceaux. Oui, bref. La théorie des dominos, justement, ça tombe bien, une très belle transition. On me dit, quel est le rôle de l'Algérie? L'Algérie a déployé 10 000 hommes à sa frontière commune avec la Libye. Pour empêcher, on va dire, les djihadistes de s'infiltrer, c'est ça? Carrément, oui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on nous avait fait état de regroupement de groupes, justement, de ces groupes djihadistes à la frontière algéro-libyenne, et qui, visiblement, auraient eu l'intention de pénétrer sur le territoire algérien. Ils ont arrêté des gens qui essayaient de rentrer dans le territoire algérien avec des lance-roquettes, enfin des missiles. Des missiles. Carrément. Américains en plus. Des missiles américains. J'ai plus le. Tomahawk Non, des Springer, je crois. Les Stinger. Les fameux missiles qu'on peut détruire un avion du sol avec un homme tout seul. Ils ont récupéré un paquet, je crois, une centaine. D'accord. Photo à l'appui. Les fameux Stinger, effectivement, qui avaient permis à Ben Laden de gagner la guerre en Afghanistan contre les Russes. Kadhafi n'avait pas ça dans son stock. Oui, d'accord. Oui, parce qu'on nous dit souvent, oui, ils sont armés avec le stock de Kadhafi ou le stock de Saddam Hussein. J'ai appris dernièrement que la France avait lâché déjà des armes dans le désert libyen en décembre 2010. L'armée française. L'armée française. Ouais. D'accord. Afin d'armer des... déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Donc des insurgés qui étaient déjà là. L'armée française a largué. D'accord. Je le tiens de militaire, qui à l'époque... Et l'Algérie, alors justement, dans l'Algérie, ils essayent de se défendre. Ils se défendent, ils essaient surtout d'éviter un conflit parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un repli sur la Tunisie ou sur l'Algérie. Ouais. Donc de fait, ils sont contraints de négocier, y compris avec les autorités de Tripoli, parce qu'il y a un chantage qui est fait, le chantage qu'ont fait que les autorités que Fajr Libya font à la communauté européenne et en particulier à l'Italie, le font aussi avec l'Algérie, en disant, bon, nous, si on reste en place, on peut contenir l'expansion de Daesh. Par contre, si on est hors jeu, on lâche les loups, quoi. Donc l'Algérie est dans une situation un peu complexe. Et c'est quoi les projets de l'Empire pour l'Algérie? Ils veulent faire quoi? Faire tomber ce gouvernement? Installer un gouvernement qui soit 100% favorable? Déjà, c'est pas possible, parce que le problème, c'est qu'il y a une mainmise telle par l'ONU, par l'OTAN, qui ont effectivement investi beaucoup d'argent pour faire tomber le régime. L'Algérie est dans une situation très délicate. Parce qu'aujourd'hui, la résistance verte, certes, il y a une volonté populaire, il y a encore ces Libyens qui sont en exil. Le problème que l'on dispose, c'est d'avoir un soutien fort d'un pays ami qui viendrait donner les moyens à la reconstruction de la Jamaïa, enfin de l'armée, la Jamaïa libyenne. Ça, c'est une réalité. Alors effectivement, il y a des zones qui sont reprises, mais tant que Saïf al-Islam ne sera pas libéré, tant qu'il n'y aura pas... Parce que, en gros, qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui? S'il y avait un référendum aujourd'hui qui serait fait en Libye, Saïf al-Islam serait largement élu. S'il n'y a pas besoin d'élection, il faudrait un référendum. Si on avait un référendum, parce que des élections, on ne peut pas faire d'élections parce qu'il y a cette loi de restriction qui interdit la création d'un parti vert, qui empêche aux anciens fonctionnaires de voter. Mais nous, on va essayer de lancer cette thématique, c'est de pousser à ce qu'il y ait des référendums, que les Libyens qui sont en exil puissent voter avec des observateurs de l'ONU, de l'Europe, dans les bureaux de vote. Bon, c'est une tâche très difficile, mais à partir de là, je pense que si il y avait vraiment un système dit démocratique en Libye,
Je pense que des pays comme la Russie, comme l'Algérie, qui restent légalistes, qui sont légalistes par rapport aux lois internationales, pourraient aider. Parce que l'Algérie elle a un grand rôle à jouer quand même. C'est un peu le dernier pays, le dernier bastion qui n'a pas été touché par les fameux printemps arabes. Non mais enfin, ils ont vécu 10 ans de guerre civile. Ils ont vécu 10 ans de guerre civile. Ils ont vécu en avant. Voilà, ils l'ont vécu dans les années 90. Ils ont souffert. Tout à fait. Le peuple algérien, il y a eu un Oui, million de morts. la déstabilisation a eu lieu bien avant le grand mouvement. Il y a eu 1 million de morts. Chaque famille algérienne a été touchée par ce drame. Donc non, l'Algérie, de ce côté-là... Mais elle a résisté, elle n'est pas réussi, elle n'est pas tombée en fait. Bon, il y a eu effectivement ces événements des années 90, mais le pays a réussi à se tenir. La problématique de l'Algérie aujourd'hui, c'est d'empêcher le déploiement de ces djihadistes qui ont été financés, armés, entraînés par la CIA, par la DGSE, par le Mossad, disons les choses clairement, d'empêcher qu'ils viennent perturber la stabilité en Algérie, quoi. Alors, donc le jeu de l'Algérie n'est pas évident. Oui, parce qu'ils sont, je veux dire, entre deux feux, quoi. Ils sont entre deux feux, puis ils sont pragmatiques, ils sont réalistes, ils pensent à leurs intérêts. C'est la femme de Kadhafi qui était réfugiée à Alger, c'est ça maintenant elle est au Caire. Maintenant elle est au Caire, d'accord. Alors, on nous dit, pour avoir des précisions, serait-il possible de savoir ce que l'invité a fait avant et comment il s'est mis en lien avec les organismes de Kadhafi, de manière synthétique, bien sûr, pour ne pas déranger l'émission. Très simple, quand j'étais à Tripoli en 2011, j'étais en contact donc avec les hauts fonctionnaires de la Jamaria, les derniers, ceux qui n'avaient pas fui, et il s'est avéré que je travaillais en Tunisie et que ces derniers, pour l'essentiel, se sont réfugiés en Tunisie au départ avant de partir en Égypte. Ouais. Et donc j'ai maintenu des contacts que j'avais eu avec eux, et puis on a mis en place une stratégie en vue de pouvoir travailler et récupérer et libérer le pays. Parce que moi, ce qui m'a avant tout choqué en Libye, c'était ces désinformations, c'est la souffrance de ce peuple, c'est qu'on leur a enlevé, on a enlevé la légitimité du peuple. Parce que le peuple, on le sait, on l'a dit, était majoritairement fidèle à la Jamaria arabe libyenne. Et puis donc, de fait, par on va dire, le hasard de la vie a voulu que je travaille en Tunisie, j'ai maintenu donc des contacts, et puis bon, j'ai pris fait et cause, voilà. Donc c'est de là que j'ai eu mes contacts très serrés avec le peuple libyen. Je suis pas un catafiste, j'aime pas trop ce terme, c'est pas ça parce que ça me paraît un peu péjoratif. Enfin bref. Alors on me dit, Monsieur Pucciarelli, vous êtes depuis longtemps une personnalité passionnée et engagée pour la Libye. Dans ce climat actuel, recevez-vous des menaces ou messages ciblés des services des autorités françaises concernant vos activités militantes? Ce fut le cas, fut un temps. Des menaces? Ouais, j'ai eu Nicolas Beau qui avait fait un article là-dessus. Ouais. Donc une fois que c'est sorti, ça se calme. Parle bien un peu de personnes interposées, oui, on me dit de modérer. C'est quoi? C'est pour te décourager un peu, c'est ça? C'est pour te... Enfin bon, ça ne marchera pas, mais bon, après je me dis vraiment, si j'étais vraiment gênant, je ne serais pas là ce soir, quoi. Bon, après on connaît les façons, on connaît les méthodes. Après c'est vrai qu'on m'a beaucoup mis de bâton dans les roues dans mes activités professionnelles. Je suis dans une situation, on va dire, financière des plus complexes, mais bon... Dans l'absolu, donc on ne peut pas en avoir de manière économique parce que je ne possède rien. Donc là, à partir de là, c'est quand même assez simple parce qu'en général, quand quelqu'un dérange, on va essayer de le perturber là-dessus. Bon, après, c'est pas... Bien évidemment, quand on s'engage comme ça, il y a des... Bon, ça, je l'ai su dès le départ de mon engagement. Bon, après, je vois pas... D'ailleurs, les gens des services n'ont pas non plus... les gens, les fonctionnaires, savent que je suis pas un danger pour la France, bien au contraire. Après politiquement, non, on va dire que j'ai pas non plus, j'ai pas un poids, c'est pas moi qui vais changer la face de la vie. Enfin bon. Hein. Mais voilà, quand même, on essayait de demander des petites intimidations. Ouais, enfin, oui. Alors, on me dit, messieurs, avez-vous pu constater des actions significatives ou même des engagements, quels qu'ils soient, de professionnels du droit, notamment international, dans cette affaire libyenne?
Est-ce qu'il y a eu des... C'est vrai, alors on sait qu'il y avait Vergès et Dumas, je crois. Ah bah oui, alors ils sont partis en Libye, ils ont pris 500 000 € chacun. Alors, ils ont effectivement envoyé un petit courrier au CPI. Ça, il faut l'avouer. Ils n'ont rien fait. Il y a Sekali aussi qui s'est allègrement fourni. Oui, Maître Sekali. Ah oui, il a pris, hein, il prend un dossier qui normalement doit être estimé à 10-15 000 €. Ils vont demander 50-60 000, bah, il fait pareil. Donc, il passe par un ami à lui qui est correspondant au CPI à La Haye, il fait un papier, il reçoit un tampon comme quoi le dossier a été déposé, il renvoie aux camarades libyens qu'ils sont passés par ses services, puis on en reste là. D'accord. Puis bon, il a donné des interviews aussi. Oui. Ah oui, bah, il peut, auprès de ses honoraires. Il D'accord. peut quand même, Donc toi, t'es très critique vis-à-vis à l'égard de cette défense, défense, de ces avocats qui prétendent défendre la Jamaria en France, quoi. Parce qu'on les a vus quand même se porter. Ah oui. Non, mais il faut savoir pourquoi ils défendaient la Jamaria, parce qu'à l'époque, ils ont affaire à des gens qui sont encore crédules, qui croient encore au CPI, qui croient encore au droit international, qui savent que ces gens ont beaucoup d'argent, donc voilà. D'accord. Bah, tu vas nous bercer de désillusions, comme Ah on bah dit. oui. Non, alors il y a un avocat par contre qui est pas mal, c'est Éric Moutet, Oui. qui lui a défendu gratuitement deux Libyens sur des dossiers, il n'a pas pris un centime. Il a payé lui-même les traductions. C'est le cas de notre camarade TR Daesh qui a déposé une plainte. Donc on n'avait pas d'argent, il n'a pas pris un centime, il a fait du travail, il a fait une conférence de presse qui a pu faire parler de l'affaire. Il a pris à sa charge des frais de traduction qui étaient quand même assez importants, parce que tous les documents étaient en arabe pour présenter à la justice. Il a beaucoup mis sa chemise gracieusement. Hein. Donc voilà un petit remerciement à Éric Moutet, qui est un avocat, on va dire, qui lui, je pense, a compris un petit peu notre démarche. Et il n'y a pas que des avocats véreux. Hein. Voilà. D'accord. Alors, on me dit, l'invité serait-il au courant d'un business qu'avaient créé Kadhafi et Sarkozy pour vendre de l'uranium? Oui. Non, mais au même titre que les Rafales, au même titre que mais tout ça n'a pas été validé par le congrès de base. D'accord. Parce Qu'est-ce que- qui lui non, a mais- pris Kadhafi quand même d'aller donner de l'argent pour la campagne de Sarkozy? Ça, c'est une question que tout le monde se pose aussi. C'est un peu illogique aussi. Quelque part. Oui, maintenant oui, mais à l'époque non. Parce qu'à l'époque, il y a Senoussi qui a un mandat d'arrêt international Ouais. par rapport à Lockerbie, je crois. Oui, tout à fait. Je ne sais plus. Et Sarko lui avait promis, une fois président de la République, qu'il ferait tout pour faire tomber. Donc c'est uniquement pour ça. Ah, donc c'est pour ça qu'il a aidé Sarkozy. D'accord. Ok. Alors, on me dit bonjour, monsieur Pucciarelli. Vous pouvez dire Franck. Hein, Bonjour, monsieur Pucciarelli. Bonjour, l'équipe Meta TV. J'ai une question. Je connais des gens en prison qui m'ont parlé de recruteurs salafistes qui proposent de rejoindre leur organisation aux yeux de tous. Ils se revendiquent comme salafistes d'ailleurs. Ils mettent la pression aux détenus pour les enrôler. Alors pourquoi, quand ce genre de détenus montre les signes de cet islam radical et cherche à endoctriner les prisonniers faibles, pourquoi la sécurité des centres pénitentiaires laisse faire? moi, c'est pour moi qu'il faut poser la question. Il faut poser la question au ministre de l'Intérieur. Mais ça part quand même de cette logique que on encourage ces pratiques-là, quoi, quelque part. Le salafisme, depuis les années 80, a toujours fait en sorte de s'implanter en France. Il ne pouvait pas, parce qu'à l'époque, on avait des ministères de l'Intérieur qui étaient compétents, qui étaient visionnaires, et qui faisaient leur travail, à savoir protéger la communauté maghrébine d'un endoctrinement qui allait pousser au djihad de guerre. Sarkozy arrive, ministre de l'Intérieur, il ouvre la porte de Pandore. Voilà, point. Je veux dire, ça se résume à cela, c'est tout. Donc après, on peut s'étonner qu'effectivement, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais si, toute action, une réaction qui lui est égale ou opposée, ce qui se passe là est la conséquence, non pas de négligence, mais d'un fait voulu. Je donne l'exemple, il y a eu la petite polémique du tout halal de Quick, qui avait, dans une ville, c'était un maire communiste qui s'était plaint de cela, qui avait fait en sorte que tous les hamburgers soient halal. Donc il y avait des gens qui se plaignaient de ne pas pouvoir avoir du bacon et que c'était inadmissible. Bon, sauf que Quick appartient à la Caisse des dépôts, donc à l'État. Et à l'époque, c'était Sarkozy qui était en place. Donc c'est un fonctionnaire d'État qui a pris la décision, après enquête, pour tester, pour créer ces polémiques. C'est-à-dire qu'on crée le problème pour apporter la solution. On est toujours dans
dans ce problème de dualité. On crée un problème pour apporter la solution. Mais oui, ouais, voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça pose quand même un problème, cet endoctrinement. C'est-à-dire que, comme j'ai du mal à croire que, si tu veux, les gens qui vont partir faire le djihad, justement, en Syrie, en Irak, etc., et ben, finalement, cet endoctrinement, on voit que ce sont beaucoup les profils qu'ils ont eus, ça ne semblait pas des gens très religieux. C'est des gens qui allaient en boîte de nuit, qui machin, enfin, ils n'ont pas les profils justement de gens qui ont l'air justement de s'attacher à des valeurs religieuses. Ils ont l'air plutôt de profils de gens qui vivent presque comme les autres, j'ai envie de dire. C'est ça donc je comprends pas le déclic qu'il y a vraiment de ces gens-là, quoi, parce que celui qui va en boîte, qui machin, on a vu dans les attentats, il y avait un chauffeur de bus, je crois bien, voilà, qui semblait avoir vu tout ce qui est plus banal, entre guillemets, quoi. Moi, sauf qu'il était parti faire le djihad, Ouais. il est parti en Syrie, donc il a pas appris, il revient ici par rapport à des missions qui lui ont été confiées. Donc là, mais ça, on est dans de l'endoctrinement, dans la manipulation mentale, il est bien dit, il a bien été rapporté que les jeunes qui sont intervenus pour le Bataclan, il y a des témoins qui ont vu, ils avaient les yeux complètement, ils ont été drogués, ces gens, avant de partir. On ne peut pas aller se faire exploser comme ça en étant conscient. Mais il y a un truc, voilà, ils se font endoctriner. Mais c'est quoi l'endoctrinement pour aller se battre en Syrie? C'est-à-dire, se battre contre Bachar al-Assad? Non, mais historiquement, quand il y a eu les Hachachines, les assassins, Oui, bon, la secte des Hachachines. comment procédaient-ils? Comment ont-ils réussi à reprendre Jérusalem? Alors, les Hachachines, ça vient de hashish. Ils donnaient du hashish aux combattants, ils mettaient des imams qui récitaient des versets coraniques d'appel au djihad, de mort, d'accession au paradis. Donc les combattants partaient complètement drogués parce qu'on leur disait qu'ils sont drogués. On leur dit à un moment T, tu te bats, tu meurs, tu vas au paradis, tu as 72 djihad. Donc la personne, quand il reçoit cet ordre-là, il est sous psychotrope. Oui, mais quand ils sont en France, ils ne sont pas encore sous psychotrope. Oui, mais au départ. Déclenche, Non, mais au commencement, mais quand ils sont partis là-bas, ils sont complètement drogués. Non, mais, à leur insu, c'est mélangé dans. Mais non, mais à leur insu, c'est mélangé dans la bouffe, c'est mélangé dans la flotte. Voilà. Moi, je ne suis pas un expert en psychotropes, mais je sais qu'apparemment, il y aurait. Le Captagon, on en a beaucoup parlé. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Ouais. Il y a d'autres choses. Parce que c'est ça, c'est le parcours, quoi, le cheminement qui est assez étrange. Non, mais le cheminement, le jeune qui est dans une banlieue, que ce soit un jeune maghrébin ou un Français. D'ailleurs, ce qui est assez marrant quand même, c'est que des Français de souche, on en voit Oui, pas. il y en a plein. Si, il y en a. Non, mais dans les attentats. Ah, dans les attentats, ouais. Non, mais Ouais. c'est intéressant quand même. Pour le moment. Mais, Non, oui, mais- t'as raison, c'est vrai. Ouais. Pourquoi? Puis on fait des stats là entre les attentats de Bruxelles et les attentats de. On a toujours et systématiquement des binationaux. Soit franco-marocains, soit franco-algériens, soit franco-tunisiens. On n'a pas de Français de pourtant on sait qu'il y en a. On les envoie pas. Si, mais il y en avait, Al-Qaïda, parce qu'il y a l'autre là qui s'était fait, que soi-disant les services secrets. Non, mais là, Oh, ouais, sur les attentats. Sur les attentats, là, non. Mais en Syrie. Oui, mais il y en a, bien sûr, il y en a. Mais sur les attentats, non. Non, il n'y a pas de Français. De souche. Ouais, de souche. Parce que j'ai même vu un reportage sur Mais il y en a, bien un sûr. Français qui dirigeait une section, toute une section là-bas, etc. Des Français de souche en Libye, il y en aurait 13. 13 13 à 14. D'accord. Recensé, il y a peut-être plus. Du côté de Sirte. De Sirte, mais Ouais. enfin, je veux dire avec les milices d'en face, quoi. Ils sont avec les milices de Misrata, de la Kebelach, etc. Ils sont pas du côté vert, ça je veux dire. Ah non, je te parle vers maintenant. Côté en face, d'accord, Ouais. on est bien d'accord. Alors, on me dit, n'avons-nous pas été entraînés au fil des années de manière insidieuse dans un conflit soi-disant inévitable, des pauvres contre d'autres pauvres? La question de savoir comment combattre l'islamisme à l'étranger sur notre territoire n'est-elle pas une mauvaise question? Ne faudrait-il pas plutôt imposer la paix partout, comme l'a fait Poutine en Syrie, afin d'éliminer le ressentiment des populations musulmanes, ressentiment à l'origine de ce conflit abominable? Ne faudrait-il pas d'urgence prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe plutôt que d'alimenter une fournaise déjà ardente? Après, c'est le problème de l'amalgame qu'on fait. Par exemple, en Libye, l'État islamique, pourquoi il n'arrive pas à se développer? Parce que les Libyens qui sont musulmans n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de ce courant-là.
Donc après, en Algérie, ils n'en veulent pas non plus. La preuve, ils ont une guerre civile pendant 10 ans. Ouais, enfin, ils avaient voté quand même pour le fils, là-bas. Oui, mais il y a eu oui. Et à partir de là, il y a eu quand même un consensus. Je tiens quand même à dire que le ministre du culte actuellement est un ancien du GIA. Ils ont réussi à trouver un accord. Ils ont réussi à déposer les armes. Ils ont réussi à négocier. D'accord? Si on les laisse entre eux, le problème de ce qui se passe en Syrie ou qui se passe en Libye, c'est que ces mouvements djihadistes, islamistes, ils sont venus de l'extérieur. Ils ont été instrumentalisés par les puissances occidentales en vue de faire tomber des régimes qui n'étaient pas favorables. La Libye, malgré tout, est un pays qui n'avait pas de dette, qui ne dépendait pas du FMI, qui ne dépendait pas de la Banque mondiale. C'était exactement le même cas pour la Syrie. Voilà. Donc, l'Égypte, c'est idem. Donc, on renverse ces pays-là, on instrumentalise la religion, on fait en sorte de créer l'amalgame auprès des Occidentaux en disant, bah, regardez, de toute façon, les Arabes, ils ont qu'à se débrouiller entre eux, mais ils se débrouillent très bien entre eux si on ne vient pas faire de l'ingérence. C'est aussi simple que cela. Ouais, mais quand ils voient qu'il y a des attentats en Europe, les gens, on va dire, mais c'est pour ça ils sont qu'ils ont fait obligés ça. de raisonner comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des attentats en Europe. Parce que les attentats, ça ne que, je veux dire, envenimer une situation, quoi. Les gens vont devenir de plus en plus hostiles, très hostiles. Mais c'est voulu, c'est ce que je dis tout à l'heure. Voilà. Mais c'est voulu. Ça sert à quelqu'un. Maintenant, il faut savoir à qui. Je ne veux pas trop rentrer dans la profondeur parce qu'on va prendre un traité de complotiste ou je ne sais quoi. Mais après, bien sûr qu'il y a une volonté. Moi, je n'arrive pas à croire qu'en France, avec les moyens de renseignement qu'on dispose, avec les moyens militaires qu'on est incapable d'empêcher des attentats. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Oui, parce que, bon, évidemment, le paradoxe de cette situation, c'est qu'on est en plein état d'urgence, on est soi-disant au taquet au niveau sécurité partout, et on arrive à avoir un énorme attentat. Quand on a Cazeneuve qui nous dit qu'il y a 400 fonctionnaires qui ont travaillé, 400 enquêteurs qui ont travaillé pour retrouver le Belge là depuis le mois de novembre, on expliquer qu'ils font quoi les 400 enquêteurs. On va se dire que pendant qu'il y a ces 400 enquêteurs qui sont sur ce gars-là, les autres, là, on fait quoi? Il manque réellement de moyens. Sarkozy, quand il a fait la réforme, qu'il a créé la DCRI, les renseignements des généraux en France étaient très, très pertinents, très efficaces. On a reçu un commissaire ici, nous avons expliqué, voilà, c'est très efficace. Le démantèlement des renseignements généraux avec il y a eu, je crois qu'il y a eu plusieurs milliers de fonctionnaires qui sont partis en retraite dont on n'a pas renouvelé les places. Il manque réellement d'enquêteurs en France. On a un problème de traduction, parce que c'est bien de faire des écoutes. Mais des traducteurs arabes compétents, il n'y en a pas. La DCRI va jusqu'à recruter dans les banlieues des personnes de 60 balais qui ont un doctorat ou qui ont un bac+2 au Maroc ou en Tunisie pour pouvoir faire de la traduction, sauf qu'ils ne veulent pas le faire. Non mais ça c'est des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les moyens aujourd'hui de pouvoir traduire de l'information. On n'a pas assez, parce qu'il y a des données, mais puis on part dans les voies de garage. Je vous dis, en France, ils ont 5 ans de retard. Ils n'ont pas les moyens. Donc il y a un état d'urgence qui est donné, mais on ne donne pas les moyens aux services intérieurs de faire leur boulot. Alors on me dit, bonjour monsieur Pucciarelli, connaissez-vous la secte des assassins au XIe siècle? C'est un groupe composé de musulmans fanatisés qui assassina des chefs militaires musulmans et qui a été financé par l'armée franc pour mettre la zizanie dans les villes musulmanes. Ne pensez-vous pas que l'histoire se répète? C'est complètement ça. C'est pour ça que j'ai pris la question, parce que c'est la synchronicité comme on dit. Alors, on me dit, bonjour monsieur Pucciarelli, pensez-vous que le phénomène du terrorisme peut également toucher la Suisse? La raison de ma question étant que nous n'avons aucune info sur les médias suisses à ce sujet, sauf notre chef de l'armée qui nous a conseillé de préparer nos fusils à nous, les réservistes. Non. C'est vrai que la Suisse est étrangement calme. Peut-être qu'El Begdadi a des comptes là-bas. Ça sera peut-être pas trop dans son intérêt. Donc il faut laisser les Suisses tranquilles. Effectivement, par contre, l'histoire des réservistes, c'est pas la première fois que j'entends qu'on a demandé aux réservistes suisses de se tenir prêts parce qu'ils craignent des grandes émeutes en Europe. Donc, oui, en Europe peut-être. Ça oui, peut-être, oui. Mais oui. Sachant qu'ils seront entourés de frontières, la France, l'Allemagne, l'Italie, et qu'ils pensent avoir des troubles à leurs frontières à cause de la situation. Oui, ça c'est fort probable. Alors quand maintenant, je sais pas, moi, je sais pas.
Et, possible. Alors on me dit qu'est devenue la famille Kadhafi? Du roi Kadhafi. Du roi Kadhafi. Du roi Kadhafi. Le roi, je ne sais pas s'il était roi. Ah, c'est 93 vidéos. Alors, je fais un salut à 93 vidéos. JL 93. Non, mais si c'est 93. Djihad, non, si c'est 93 vidéos, il avait fait c'est le premier à avoir fait des vidéos, à avoir repris les propos de Burestenas. D'accord, c'est possible. Voilà, parfaitement possible. La famille du roi Kadhafi. Alors, la femme du lead, Mohammar, est actuellement en Caire. D'accord. Il y a son fils. Hannibal qui est détenu au Liban. D'accord. Parce que sa femme est syrienne, il s'est fait choper, il est détenu par les autorités libanaises, donc ouais, par Hariri, c'est ça? Non, par rapport au meurtre de l'imam. L'imam, comment il s'appelait dont on a accusé le service de Kadhafi d'avoir tué, l'imam chiite. D'accord, oui, tout à fait, oui, je vois. Oui. Voilà, donc, alors c'est eux qui l'ont tué ou pas? Non. Ah, c'est pas eux qui l'ont tué? Non. D'accord. D'accord. Non. Moi, ils m'ont dit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, mais ça, on s'en fait pas partie. D'accord. Donc, alors Hannibal, lui, prisonnier au Liban. Aïcha, c'est ça? Aïcha, elle est à Oman. D'après nos infos, elle est dans un pauvre petit appartement, gravement malade. Ah bon? Ouais. La fortune des Kadhafi, le non, légendaire. Oublions ça. Ouais. Donc Saïf Zenten, puis il a un autre fils qui est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Son premier fils de son premier mariage. Et puis, toujours le fait qu'on rapporte la présence de Ramis qui serait toujours en vie en Libye. Ah bon? Ouais. Celui dont on a vu les images morts, on n'a pas vu les images, on a vu un 4x4. Voilà, ce que j'allais dire. Alors, on a vu, quand je dis les images, Ramis, on a vu effectivement, c'est lequel qu'on a vu les images, on nous a présenté à Misrata. Mouatassine. C'est Mouatassine, d'accord, pardon, autant pour moi, d'accord. Ouais. Image où, effectivement, alors, pour le moins, je te donne mon ressentiment, évidemment, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai trouvé ces images absolument étranges. Je vais te dire pourquoi. Parce que on nous a expliqué que Moutassim, donc, a été prisonnier par, je crois, c'est la brigade de Misrata, la milice de Misrata. Ils l'emmènent visiblement à Misrata. Ils le mettent dans un espèce de supermarché, chambre froide, je sais pas trop, où on allonge comme ça son corps et les gens qui viennent... Mais Kadhafi aussi. Et Kadhafi aussi. Oui, mais alors, là, permettez-moi toute ma réserve, quand je sais qu'il y a eu tout un tas de théories les plus farfelues les unes que les autres, enfin en tout cas il y a eu énormément de théories sur cette mort de Kadhafi, sur la mort de Moutassim qui remettait ça en cause. Ces images-là pour moi sont les plus troublantes, qui remettent en cause la mort, parce que visiblement, je donne mon sentiment, mais à l'œil nu les cadavres ne me paraissent pas naturels. On aurait dit des... Je sais pas, vous savez comme au cinéma, un peu des pièces, des fausses pièces. Et puis j'ai trouvé la situation ubuesque qu'on mette ces cadavres dans une chambre froide de supermarché. Puis il y avait une dizaine de personnes qui sont là, soi-disant, pour prendre des photos. Je trouve ça étrange. Je sais pas, la situation me paraît pas normale. Ça me paraît un peu surréaliste. Moi, les infos que j'ai, c'est que Kadhafi était gravement blessé à Balbazézia. Ouais. Il a eu la moitié de la jambe d'arrachée. Il a été exfiltré dans le sud. Les kadhafistes, à ce moment-là, sa garde rapprochée, ont fait croire qu'il était décédé. Via des appels téléphoniques, des perceptions téléphoniques de l'OTAN à l'époque. Donc ils ont fait croire à l'OTAN qu'il était mort. Quand ils sont attaqués à Sirte, ils ont trouvé son jumeau. Et là, ils ont fait une mise en scène. S'il avait un jumeau? Bah oui, il avait un cousin, mais il avait 3 sosies, Kadhafi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. D'accord. Mais je te l'avais dit la dernière fois. Ouais, mais c'est quand il est dans le 4x4, comme ça, c'est pas lui, c'est son. Kadhafi était à côté. D'accord. Mais voilà, donc il pourrait être vivant. Voilà, alors l'OTAN était persuadé, les Américains étaient persuadés qu'il était décédé, mais n'ayant pas son corps, il fallait montrer Kadhafi mort pour arrêter la résistance. Parce qu'à l'époque, Brega était toujours en main, Zawiya toujours en main, toutes les places fortes étaient... Parce que malgré les bombardements intensifs, l'armée libyenne a très bien résisté. Ouais.
semble-t-il, c'est une trahison qui a fait tomber Tripoli. Oui, non, mais c'est ça, il n'y aurait pas eu ça, Tripoli. Voilà, Tripoli ne serait pas tombé sans une trahison Voilà. du plus haut gradé, visiblement. À son cousin général, pour 25 millions de dollars. Pour 25 millions de dollars. Ouais. Elle est belle la famille. Enfin voilà, mais donc, non, mais la Donc famille... oui, il existe cette possibilité, parce que c'est vrai que ces images sont troublantes. Ces images sont troublantes. Non, puis très troublantes. il y a des gens, je l'avais dit la dernière fois, qui étaient dans le convoi. Ils ne sont pas partis ensemble avec Kadhafi. C'est Kadhafi, enfin le 4x4 de Kadhafi, il est arrivé après le départ des cette centaine de véhicules. On leur a dit, il y a Kadhafi qui arrive. Ils ont eu un 4x4. Puis on se pose des questions sur le fait qu'il était propre, bien habillé, alors qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, ce que j'avais dit la dernière fois depuis un mois et demi. Ouattacine, on le voit dans un état de délabrement, pas rasé. Le guide, on le voit impeccable parce que son uniforme, quand on regarde l'image, bien repassé. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a des trucs qui ne collent pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité depuis un mois à Tripoli. Puis ces images étaient vraiment horribles, quoi, en sang, etc. Non, puis il y a des problèmes parce qu'il y a aussi le fait Kadhafi avait été opéré de l'appendicite, donc il avait une cicatrice importante. Ouais. Et quand on voit les photos, on voit torsion, on voit pas ça. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo, moi, que j'avais vue sur Internet, qui a été retirée depuis, où on voit un mec, un rebelle de Misrata, qui dit, mais c'est pas Kadhafi. On l'entend le dire en arabe, il dit mais c'est pas Kadhafi. Et j'ai pas retrouvé cette vidéo. Bah, cherche pas sur la Libye, petite précision, beaucoup de vidéos ont disparu. Ouais, il y a eu un nettoyage du net. Alors, ça, il y en a plein qui disent. Mais après pareil, bon, Kadhafi, moi bon. Personnellement, je n'en sais rien. Ouais. Mais après, ça change pas grand-chose, de toute façon, parce que Kadhafi, bon, c'est vrai qu'en Libye, ça reste un personnage important. Il est considéré comme martyr. Mais après, qu'il soit en vie ou pas, ça ne changera pas le destin du peuple libyen. C'est au peuple de ce moment-là. Ce serait quand même un sacré mensonge, quoi, encore. Enfin, un de plus, quoi. Un de plus. Alors, on me dit... Alors, bonsoir, monsieur Poucharelli, connaît-il l'ancien gendarme Stan Mayo? Si oui, que pense-t-il de ces dernières vidéos? Il parle d'une guerre civile entre les djihadistes qui disposent d'armes en très grand nombre entreposées dans les banlieues et une faction de militaires islamophobes tout aussi dangereuse, selon lui, entretenant le suspense. Il n'a pas cité de nom, mais on croit reconnaître le général Tozin, candidat à la présidentielle. Ça te dit quelque chose? Non, ça te je parle? sais que Stan Mayo était bien sur les réseaux pédophiles. Ouais. Là, il parle d'une guerre civile avec les djihadistes, quoi. Bon, il n'est pas le seul. Hein. C'est ce qu'on évoque tout à l'heure. Enfin, on met en garde, nous, depuis 2 ans, auprès des autorités compétentes en France. D'accord. Après, les armes dans les banlieues, non, elles sont... mes camarades libyens m'ont rapporté qu'il y avait actuellement des entraînements dans les Alpes-Maritimes de djihadistes, des entraînements dans les Alpes et dans le Massif central. Donc si les gens de la DGIC m'entendent ce soir, voilà, je les invite à reconsidérer leur position à l'égard de la crédibilité de mes réseaux, parce qu'ils ont apparemment des informations très, très importantes. Eh ben, dis donc, tu vas pas nous rassurer ce soir. Alors, on me dit bonsoir à vous. Quid de la position de la politique française? Il y a peu, Juppé a admis que l'opération libyenne était un fiasco. Alors qu'il y a peu face à Zemmour, il vantait les pleins mérites. Oui, donc ça commence à admettre, oui, qu'il y a dans l'élite politique, en fait, ils ont du mal. Hein. Maintenant, la Libye, ça devient un sujet tabou. On évite Ou alors, quand ils en parlent, ce que j'ai entendu récemment, on parle de réintervenir en Libye. Là, on est encore plus étonné. Moi, j'ai même pas envie d'émettre de commentaires. Parce que je suis quand même à rappeler que Juppé était ministre des Affaires étrangères. Tous ces types font des calculs politiques, ils n'ont rien à foutre du peuple libyen, ils n'ont rien à foutre du peuple français, ils ont leur agenda, c'est sans intérêt. Excusez-moi, hein, mais pour moi, ça n'a pas de... J'ai même pas envie de commenter les commentaires de ces voyous qui nous gouvernent. Alors, on me dit, bonsoir tout le monde, monsieur Poucharelli, y a-t-il des informations à propos des disparitions d'enfants réfugiés après avoir passé la frontière en Europe? Est-ce pour faire d'une pierre deux coups et servir les réseaux pédophiles ou autres trafics d'organes? Ou bien serait-il possible que ces enfants soient volontairement enlevés afin d'être endoctrinés dès le plus jeune âge, afin de créer une armée?
Tu as entendu non, il y a ces eu informations, parce que c'était repris dans toute la presse, finalement, les enfants qui ont quand, disparu. dernièrement, là. Dernièrement, c'était il y a encore un mois de ça. En fait, ils en ont beaucoup parlé quand même dans la presse, que les associations en fait, qui traitent de ce problème-là ont recensé plus d'une dizaine de milliers d'enfants manquants. C'est-à-dire qu'on a leurs traces à l'entrée de la frontière, d'une frontière européenne, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus en fait. Mais ça a commencé pendant le conflit, je l'avais évoqué, puisque le gouvernement, quand moi j'étais présent au mois d'août, une semaine avant la prise de Tripoli, le vice-ministre des Affaires étrangères s'était exprimé à cet effet, avait fait une conférence de presse pour dire qu'il y avait, je crois, une centaine d'enfants d'un orphelinat de Misrata, donc, qui avait été vu, qui avait disparu, mais qui avait été vu chargé dans un chalutier battant pavillon français. C'était un orphelinat. Et que ces enfants avaient disparu. Il y avait une conférence de presse où CNN, France 24, tout le monde était présent, personne n'en avait parlé. C'était peut-être une semaine avant. Moi j'étais présent lors de la conférence. Donc effectivement, j'avais évoqué le fait qu'on ne savait pas si c'était pour du trafic d'organes, après, pourquoi pas, parce que c'est ce que faisaient les Ottomans d'ailleurs. Les Ottomans prenaient des orphelins qui le formaient. Oui, qui devenaient janissaires, Ben voilà, les fameux janissaires. C'est possible. Puis maintenant, le problème c'est qu'on a affaire à des gens qui ont un esprit tellement tordu qu'effectivement on peut s'imaginer à des choses complètement ubuesques et délirantes. Mais pourquoi pas, c'est probable. Alors, on me dit bonsoir, monsieur Pucciarelli. Quel est le rôle de l'Égypte vis-à-vis de la situation libyenne? Alors, l'Égypte permet l'émission de la chaîne verte El Qadra depuis l'Égypte. Qui a trouvé refuge donc en Égypte, d'accord. Ouais. Elle permet des conférences qui actuellement, où des anciens membres de la Jamaria s'expriment, drapeau vert, portrait du guide, ont permis des manifestations pro-Kadhafi devant le siège de l'ONU au Caire, où il y a eu plus de 10 000 Libyens qui ont manifesté avec des drapeaux verts, preuve à l'appui, mais des médias africains qui ont confirmé ça, parce que bien évidemment Sisi, qui est nassiriste, a tout intérêt à ce que la Jamaria renaisse, parce que le seul rempart aujourd'hui, pour éradiquer l'État islamique et l'influence des frères musulmans, c'est les kadhafistes. D'accord, ouais. En parallèle, il soutient, parce qu'il est légaliste, il est obligé de le faire, il soutient le gouvernement de Tobrouk et finance et soutient grandement militairement le général Haftar. Parce que les autorités de Tripoli, ce sont les frères musulmans. On a vu ce qu'a vécu l'Égypte avec les frères musulmans à Morsi. Et ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait une stabilisation en Libye pour leur propre sécurité. Ouais. Alors on me dit, monsieur Pucciarelli, existe-t-il des faits d'armes dans la résistance verte qui rassemblent des chrétiens et des musulmans? Il y a très peu de chrétiens en Libye, la communauté elle est très toute petite. Il y a un peu de coptes, d'ailleurs des travailleurs coptes égyptiens qui se sont fait trancher la gorge par les amis de BHL. Ouais. Mais non. Bon, là, on en parlera une autre fois. D'accord. Alors, on me dit bonsoir, monsieur Pucciarelli. Kadhafi avait beaucoup de projets pour l'Afrique, comme la création d'une nouvelle monnaie et d'une banque centrale. Ces projets vivent-ils encore? Est-ce que c'est vrai que c'est encore... Non, c'est plus du tout à l'ordre du jour, de toute façon. Non, parce que déjà, donc il voulait créer le Fonds monétaire africain, il devait investir plusieurs dizaines de milliards. Dizaines de milliards, ouais. Au même titre que l'Algérie et l'Afrique du Sud. Tout à fait. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Sarkozy s'est notamment engagé en Libye, au-delà de son financement, au-delà du fait que le Qatar voulait récupérer le pétrole, la manne pétrolière en Libye, c'était aussi pour empêcher la création d'une IROR qui aurait attaqué le franc CFA, parce qu'on y aurait vu la disparition du franc CFA et donc l'influence des multinationales françaises. De se réduire considérablement. Voilà. Mais non, il n'y a rien, il n'y a plus rien.
Alors, s'il te plaît, peux-tu demander à l'invité ce qu'il pense de la légende, s'il en a connaissance, faisant de Muammar le fils d'un aviateur corse ayant été abattu au-dessus de la Libye pendant la Seconde Guerre mondiale, Albert Preciosi. Bidon, complètement bidon. Le père de Kadhafi était bien connu des Libyens. Non, complètement bidon. Complètement bidon. Ah ouais, c'est de la question de conspire, votre truc. Ton micro, il s'est débranché. Ah mince. Effectivement. Hop, on va remettre ça. Excusez-nous, c'est du direct. Et voilà. Oh, c'est magnifique, ça doit marcher. Impeccable. Effectivement, il y a des fils partout. Alors, monsieur l'Alliance musulman et orthodoxe, comme en parle Cheikh Imran Hussein, pensez-vous que ce soit valable? Je ne sais pas si tu connais cette fameuse théorie de Cheikh Imran Hussein qui évoque en tout cas une alliance entre les musulmans et les chrétiens orthodoxes de Russie. Elle a déjà lieu actuellement en Syrie, puisqu'il y a des orthodoxes qui ont rejoint, qui se battent actuellement en Syrie contre Daesh. Donc de fait, elle a lieu. D'accord. Alors on me dit, oula, il va nous faire condamner bientôt. Bonsoir Tepa, bonsoir Franck. En 1993, j'ai connu 2 franco-maghrébins qui se sont révélés être finalement 2 terroristes, condamnés à la peine capitale pour des actes ayant fait plusieurs morts au Maroc en 1995. Ces 2 jeunes Français gisent depuis 20 ans dans le couloir de la mort. C'était il y a 22 ans. Que pensez-vous de la génération actuelle qui peuvent être impliquées dans cette mouvance morbide? Donc là, il parle effectivement... Oui, j'ai pas compris. Là. En fait, il dit que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui souscrivent en fait à cette idéologie d'un islam très radical, très, on va dire en tout cas, très extrémiste. Et lui dit que ça fait très très longtemps, selon lui. Et il demande est-ce qu'il y a une différence entre cette génération-là et la nouvelle, puisque finalement, là, il nous parle d'un événement de 1993. C'est au Maroc. Au Maroc, oui. Oui, mais pas en France. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est en France. Bah oui. Ouais. Bah, le Maroc a connu ça, l'Algérie, c'est les années 90, l'Algérie. Donc oui. On n'est pas bon. C'est pas. Mais en France, on n'avait pas. En 93, il n'y avait pas ça. Oui, d'accord. Ouais. Oui, en 1993, effectivement, la France n'était pas concernée, on va dire, par... Déjà, il n'y avait pas de mosquée, très peu de mosquées. Les mosquées se résumaient à une salle de quartier dans les c'est vrai, un préfabriqué qui était donné par la ville, ou une cave pour faire... c'est pour ça que cette situation, finalement, c'est ça qui la rend encore plus explosive aujourd'hui, en 2016, avec une présence d'une communauté beaucoup plus importante, beaucoup plus, finalement, radicalisée sur certains aspects, c'est ça? Non, mais est-ce que il faut se rendre dans les mosquées en France. Dans les mosquées, la plupart du temps, on voit des personnes âgées. Des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Il y a très peu de jeunes. Ah bon, il y a très peu de jeunes. Je sais pas, je connais pas. Va voir dans les mosquées. Je suis allé déjà il y a longtemps, mais... va dans les mosquées. Ouais. Puis là, tu rentres dans une mosquée, tu verras que généralement, c'est plutôt après 50 ans. En tranche d'âge. Il y a des jeunes, effectivement, mais très peu. D'accord. Mais moi, j'en vois quand même pas mal, mais des jeunes qui s'habillent avec l'habit traditionnel le vendredi, justement, comme ce soir, et qui vont ensuite à la mosquée. Mais ils sont... est-ce que cette génération-là, elle est vraiment plus dangereuse, entre guillemets, quoi? C'est ça qui pose comme question. Mais tout dépend... tout dépend le positionnement social de cet individu, comment il s'est développé dans ses foyers. Est-ce que ses parents ont investi en Europe ou ont investi au Maroc ou en Algérie dans leur maison? Parce que c'est complètement différent. Quand on a un jeune franco-algérien ou franco-marocain qui est né en France, qui a été dans l'école de la République française, qui veut construire son avenir ici, mais que son père et sa mère n'ont pas investi en France dans un pavillon, mais ont investi au Maroc ou en Algérie, ça va créer un problème d'identification. Parce que le jeune, il construit, mais on lui dit ton héritage culturel, il est au Maroc alors qu'il est né en France, que ses parents, ils ont travaillé en France. Quand il va au Maroc ou en Algérie, on le considère comme un étranger, comme
un citoyen de seconde zone, il n'a pas ses repères, donc il y a une perte d'identité effective qui va être là. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont perdus, qui vont se retrouver dans un islam un peu radicaliste parce qu'ils entendent des choses qui leur sont favorables à un moment donné où ils sont affaiblis. Voilà. Donc moi j'ai envie de répondre à ça, à ta question, c'est quelle est la position sociale de l'individu, comment est-ce qu'il a, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je connais des franco-marocains, des franco-algériens qui ont fait des études, qui travaillent, qui sont ingénieurs, il ne leur viendrait pas l'idée d'aller faire le djihad, tu comprends ce que je veux dire, parce qu'ils ont une stabilité dans leur famille. Alors, ce qu'on tente de nous démontrer, c'est de dire justement que ça transcende les classes sociales. Non, toi, tu mais dirais que c'est plutôt les classes pauvres. Mais regarde, la plupart des mecs là, qui se sont fait toper, là, qui se sont fait exploser, ils étaient tous fichus pour banditisme, ils ont tous fait de la prison. Oui, ça a l'air d'être plutôt des anciens voyous, oui, c'est clair. Oui, des voyous reconvertis. Il n'y a pas de médecin. Hein. Ouais. Je sais pas encore. Pas encore, on va attendre, on va voir. Allez, on prend les dernières questions. On me dit, y a-t-il des migrants libyens? Eh ben non. Eh ben justement non. Allez, la diaspora libyenne en France, ça doit être peut-être 200 familles, même pas. D'accord. Bon, après, on ne veut pas leur accorder non plus trop l'asile politique. Là, on a le cas d'un camarade libyen qui a sa fille qui est handicapée mentale. Et donc, le préfet a accepté le visa, donc que sa fille reste en France, mais pas les parents. Ah, d'accord. Alors, d'un côté, on ramène des familles syriennes, on leur donne l'appart, on leur donne tout, pas de problème, mais les Libyens, non, on n'aime pas trop. Mais bon, après, c'est pas leur volonté non plus de venir en Europe, c'est pas. Eux, ils attendent que. Ils sont stationnés en Tunisie, en Libye, en Tunisie puis en Égypte. Ils n'ont pas trop envie de venir dans le pays qui a ruiné. D'accord. On me dit, existe-t-il une possibilité de la scission de la Libye sur le modèle du Soudan, avec effectivement les 3 provinces, Tripolitaine, Cyrenaique, Fezzan, qui se séparent? Non, il n'y a pas le risque de cette partition de la Libye? Non, parce que les tribus, par exemple les Warfala, qui sont originaires de Bani Walid, ils sont partout. Ils sont à Benghazi, ils sont à Tripoli, ils sont... Non. Non, d'accord. Donc pas en tout cas de risque de scission comme on aurait pu l'anticiper. Non, parce qu'une fois de plus, ça passe par les tribus. Les tribus, ils veulent pas de ça. Donc non, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Hein. Tu te rappelles, il y a 2 ans, là, on présentait dans le monde où ces experts, il y aura une partition. Tout ça. Oui, donc la France, c'est le Fezzan, l'Angleterre, ça serait Benghazi. Oui, c'est ça. Ouais. Tripoli, je ne sais plus, ça serait les Italiens qui reprendraient la main. Ils veulent refaire un petit peu... la colonisation du temps de Mussolini. Bah oui, non, mais c'est ça. Avant Mussolini. Oui, avant Mussolini, oui. Mais bon, non. Moi, alors, paradoxalement, moi, je suis très confiant. Hein. Alors, je te disais, quand je suis venu la première fois en février 2014, qu'il y aurait des soulèvements, des retours du drapeau vert. Il a eu lieu. Non, mais c'est vrai. Tout à fait, oui. Il a eu lieu. Et bientôt, une fois qu'on aura réglé le problème de ces conflits dans le sud, problèmes tribaux qui vont être réglés de toutes les manières. Non, moi je suis assez optimiste. On peut envisager donc, allez, soyons fous, l'émergence d'un gouvernement vert qui est sur la Libye. Déjà dans le projet de gouvernement de l'Union nationale, ils ont remis 2 anciens fonctionnaires de Kadhafi dans le gouvernement. Ils ont promis déjà. D'accord, ce qui était impensable il y a encore quelques temps. D'accord. Donc on est un peu presque obligé de... Alors, je crois que sur ces 24 ou 36 sièges, il y en a 2 pour les... Mais bon, ce gouvernement n'est pas effectif. Ils ont envoyé le Premier ministre là, tu disais, on ne sait pas où il est. Ils sont en train de se battre. Mais nous, c'est très bien, nous, on est contents. Qu'ils nous en fassent un comme ça tous les 15 jours, c'est formidable. Donc là, je remercie l'ONU, merci à vous, on remercie le Quai d'Orsay, continue comme ça. Nous, ça nous arrange. Une situation, en tout cas... sous haute tension, hein, et j'espère qu'il va essayer en tout cas de s'améliorer pour les. Non, mais ça va, ça prend du temps. Mais moi, je le dis, je reste confiant parce que tout passe par les tribus. Et après, il y aura peut-être pas non plus. Enfin, après un retour de la Jamarie arabe libyenne telle qu'elle fonctionnait avant. Faut être lucide, ça. Ça sera différent, mais parce qu'ils vont être obligés de s'ouvrir, ils vont être obligés de. Mais il y aura une réminiscence, en tout cas, d'un esprit, d'une certaine forme d'esprit, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, je pense que on viendra petit à petit à un rétablissement.
Bon, après, il y a des choses que je peux pas non plus exprimer là. On ne pourra pas tout dire, on ne vous dit pas tout. Non, mais, ça tombe bien, non, mais voilà. comme ça permettra de refaire une émission. Ouais. Bah, C'est très bien. j'espère que la prochaine fois que je viendrai, alors je dirais le drapeau vert sera en Libye, non, parce qu'il faudra entendre encore plusieurs années. Mais non, mais il y a des choses quand même qui sont positives. Je peux pas, mais j'aurai l'occasion de revenir bientôt, je pense. J'espère. Ouais. En tout cas, nous, s'il y a un drapeau vert en Libye, on n'hésitera pas à faire un Alors, saut. on a une page Facebook Ouais. au sein du CRI, donc c'est CRI.officiel, où vous tapez Comité révolutionnaire international, et vous verrez, parce que dès qu'il y a des manifestations de l'actualité relatives à la résistance verte aux manifestations, on fait des petites vidéos qu'on publie sur ce Facebook. Comme ça permettrait à vos auditeurs... Vous avez un site internet aussi en construction, ouais, c'est ouais, ça? Ouais, moi, ça fait un an, quoi. Mais on y travaille. Non, mais on n'a pas de moyens, donc voilà, c'est toujours pareil. Mais on y travaille. Mais bon, la page Facebook, voilà. Ok. Comité révolutionnaire international, il y a aussi un compte. Et on va lancer, et alors très important, on va lancer via le site, tu sais, il y a un site de dons, comment ça s'appelle Ulule. Non, c'est l'autre, les coups, je sais pas quoi. Les coups, il y en a plusieurs. Ouais. Donc on va lancer une campagne, un appel aux dons, là demain, concernant... alors on a besoin d'argent pour faire revenir des lumières, pour déposer des plaintes contre les crimes de guerre qui ont été perpétrés, et on va lancer une campagne pour aider les enfants qui sont en Égypte, qui ne sont pas scolarisés. Donc pour acheter des ouvrages, avoir de l'argent pour pouvoir payer des profs là-bas, et pouvoir payer les locaux afin de pouvoir permettre à ces enfants de pouvoir poursuivre une scolarité. D'accord. On va dire... Si on fait un petit article, tu pourras publier. On pourra publier, on soutient. Mais des fois, je t'envoie sur ta boîte mail. Ça sert à rien. Bah oui, Il faut... tu publies pas. Je publie pas, il faut envoyer à nos publicateurs. Voilà. À notre publicatrice en chef. D'accord. Je le prends, alors je la prends volontiers. On lui fait un bisou. Je te taquine un petit peu. Non, mais t'as raison. Surtout, nous aussi, on fera des appels aux dons, parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de 720, mais il nous faut un ordinateur plus puissant. Donc, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas d'ordinateur, voilà. Donc, si vous voulez faire plaisir à Steph, vous faites un don pour un ordinateur et on pourra vous envoyer du 720. Parce que pour le moment, on a un logiciel, il prend tout et on ne peut pas envoyer de 720. Bon, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Franck. C'est moi qui te remercie. Écoute, merci. On reparlera de la Libye parce que c'est jamais vraiment fini cette affaire. Et voilà, nous, c'est un sujet en tout cas qui nous tient beaucoup à cœur. Et tu vas recevoir bientôt, là, pour le livre, là. Oui, je ne vais pas écorcher son nom, donc je me tairai, parce que j'en ai marre d'écorcher les noms. Mais en tout cas, oui, un livre sur la Libye qui est passionnant, voilà, que j'ai un peu débuté, mais j'ai pas encore eu le temps de bien m'y plonger, mais c'est passionnant. Et on est en train de voir pour que Lugan puisse... Voilà, Bernard Lugan. Alors là, ça serait... ça fait longtemps qu'on nous le demande. S'il vient, tout le monde sera aux anges, n'est-ce pas? On a des sacrés comités ici. Il a ses soutiens, on va dire. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci la régie. Merci les modérateurs. Merci les métallos. Merci tout le monde. Merci. On fait amende honorable. Vas-y. Mais maintenant, ils le font avec les doigts. C'est quoi ça? Allah, Mohamed, Olivia, Obès. Allah, Mohamed, Olivier Obès. Alors à Benghazi, par exemple, il y a... Dieu, Mohamed, et on veut que ça... La Libye, c'est tout. Mais par exemple, à Benghazi, parce qu'on nous a dit que les forces françaises avaient participé à la libération de Benghazi. Non, c'est la brigade 32, donc la brigade de Ramis qui s'est reconstituée, qui a permis de chasser les djihadistes de Benghazi. Alors comme ils étaient sous Haftar et qu'ils ne pouvaient pas sortir le drapeau vert parce que c'était malvenu, donc ils ont ce signe. D'accord. Voilà. Donc vous comprendrez maintenant le jour où vous me voyez faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser... Ne pensez pas que ce sont des saluts romains. Je vais peut-être faire un pin, ça me donne une idée, tu sais, comme... comme la main touche pas à mon pote. Mais avec les quatre. Écarte les doigts alors, parce que si tu le fais comme ça, oui, ça...
Oui. D'ailleurs, elle était Bon. suspect, leurs mains, à SOS Racisme. Ah, les mains comme ça. C'était suspect. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, voilà, je vois, oui, on me dit merci pour l'émission. Bah, c'est cool, ça vous fait plaisir. Et ben, on se retrouve lundi parce que forcément, on est en France. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.